Bonjour à tous. Alors pour ma part, je suis Stéphane Ouin, je travaille pour la société CJ au sein de la Business Unit Financial Services et je suis responsable des offres d'accompagnement à la transformation numérique sur l'ensemble des activités banque et assurance. Alors j'ai le plaisir effectivement d'animer et l'honneur d'animer cette première table ronde ce matin sur lequel effectivement nous allons aborder des nombreux items qui sont très liés à l'innovation. On l'a vu dans l'étude précédemment présentée par Philippe Pensier, il y a des attentes du marché assez fortes sur ces aspects-là. Alors on va essayer de répondre à un certain nombre de questions et d'interrogations, notamment à savoir comment et pourquoi le management de l'innovation répond à une nécessité économique pour les entreprises, mais surtout à un réel besoin sociétal et les attentes notamment du marché. Quelles sont les innovations majeures aujourd'hui identifiées et les stratégies associées dans le domaine de la finance, mais surtout on va essayer de creuser le point, à savoir comment l'open banking, comment l'open insurance peut nourrir effectivement ces stratégies de croissance et d'évolution. Alors pour cela, j'ai la chance d'être accompagné effectivement par quatre intervenants. Le quatrième va nous rejoindre. Je vais commencer par vous, Béatrice Collot. Vous êtes directeur Trade Finance et Affacturage donc pour HSBC. Vous serez accompagné donc de Sébastien Marino pour la partie responsable d'innovation et New Business Model Manager pour BNP Paribas. Et enfin Laurent Charon, directeur de l'Open Innovation à G2R La Mondiale, Matmut désormais, c'est important de ne pas l'oublier. Et puis on sera accompagné aussi de Cyril Chiche, qui est tout simplement l'un des fondateurs d'une fintech qui monte très fort aujourd'hui, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'étude qu'on a présentée précédemment, qui s'appelle Lydia, et pour lequel il va nous parler, notamment il va nous parler aussi d'Open Innovation. Alors, je vous propose effectivement de commencer par la partie innovation. Et l'une des premières questions auxquelles on va essayer de répondre ensemble, c'est pourquoi et comment l'innovation, surtout, est initiée, est influée, en tout cas déployée ou appréhendée et consommée au sein de l'entreprise. Alors, si vous voulez bien, Béatrice, on va commencer avec vous, et notamment avec HSBC, à savoir justement comment, en termes d'approche, vous êtes organisé, structuré, où se trouve effectivement cette activité d'innovation et quelle est sa forme. Alors, je vais peut-être préciser déjà ce que c'est que le trade et l'affacturage, parce que je vais principalement parler de ça. Donc, le trade, c'est le financement du commerce international. Donc, c'est les entreprises françaises qui exportent et c'est les entreprises étrangères qui exportent vers la France. Donc, c'est vraiment le financement de ces deux parties. C'est important parce que ce sont des processus assez complexes et donc l'innovation dans ce domaine, elle est particulièrement compliquée. Ensuite, l'affacturage, c'est le financement du besoin en fonds de roulement et donc du cash au quotidien pour les entreprises. Très bien. En termes d'innovation, aujourd'hui, quand on parle d'innovation chez HSBC, ça se matérialise par quoi? Par une structure spécifique? De quelle dimension? Qui est positionnée où? Alors, il y a beaucoup de structures. Si on parle spécifiquement du trade qui me concerne, en fait, nous avons créé donc chez HSBC France, mais pour le groupe, donc pour le monde entier, un lab d'innovation dans lequel nous faisons venir des fintechs, des clients, potentiellement tout l'écosystème qui tourne autour du trade, donc ce qu'on appelle les compagnies maritimes, les freight forwarders, qui sont les entreprises qui aident les entreprises qui aident les corporates à dédouaner et à faire voyager, on va dire, les biens dans le monde entier. Donc cet écosystème, il est compliqué. Et c'est pour ça que, je dirais que depuis 150 ans, dans le domaine bancaire, on a très peu innové. Aujourd'hui, les documents circulent toujours par voie papier, donc ils sont apportés à la banque par DHL. Ils prennent l'avion pendant que les marchandises, elles prennent le bateau. Donc ces processus compliqués font qu'on avait un process qui était totalement papier. Et donc dans ce lab, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est à passer à un processus complètement digital. Et donc vous avez pu voir, par exemple, un certain nombre d'annonces d'HSBC dans le domaine de la blockchain, puisqu'on considère que c'est une technologie qui aujourd'hui nous permet très facilement en fait, de mettre l'écosystème en son entier sur une même plateforme pour apporter de la transparence qu'aujourd'hui les clients corporate demandent, mais qu'on n'est pas nécessairement capable d'apporter dans l'état actuel des choses. Alors, on rentrera dans le détail effectivement après sur les usages que vous avez associés notamment à la blockchain, qui sont effectivement extrêmement novateurs. Sébastien, justement, au niveau de BNP Paribas, j'ai cru comprendre que c'était un travail d'équipe, l'innovation. On a commencé à mettre le doigt sur la partie Open Innovation avec des acteurs externes. Comment ça se passe justement chez BNP aujourd'hui ? Alors, l'innovation, c'est effectivement un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'elle est logée, j'allais dire, au plus près des métiers. Ça, c'est quelque chose, un élément assez important, avec une deuxième dimension qui est aussi fondamentale, qui est la mise en réseau en fait de tous ces acteurs de l'innovation. Être au plus près des métiers pour bien comprendre les besoins des clients, je pense que ça, c'est absolument essentiel.
On s'était un petit peu parlé avant de venir et on s'était dit finalement, vous et moi, que le point fondateur, le point de départ, j'allais dire, de la stratégie d'innovation, c'est vraiment le client. Si on prend un petit peu de recul, on a vu des choses, et d'ailleurs l'enquête le montrait, il y a eu beaucoup de bouleversements récents, en tout cas sur le marché du retail banking, donc on est sur le marché, j'allais dire, très autour des personnes physiques. Il y a eu plein d'événements, plein de bouleversements du marché qui se sont opérés, on a vu des nouveaux entrants, on a vu surtout des usages clients qui ont beaucoup changé. Nous, la mission en fait qu'on se fixe, l'innovation, c'est pas innover pour innover, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. L'innovation, elle est là pour plusieurs choses. Une première chose, c'est améliorer l'expérience client. Nous, c'est notre leitmotiv, c'est la raison d'être de l'équipe à laquelle j'appartiens. La deuxième chose, c'est réduire le time to market. Je vais employer quelques anglicismes, mais c'est important, c'est-à-dire qu'on voit que la vitesse d'exécution est devenue fondamentale dans nos métiers. Ça, c'est les deux premiers éléments. Et la troisième chose, vraiment, c'est de répondre à ces attentes clients qui évoluent très vite. Et finalement, c'est pas forcément les banques qui fixent les nouveaux standards, hein. Enfin, je veux dire, dans les usages, on le voit, c'est vraiment les big tech. Je pense que c'est vrai sur le marché des particuliers et que ça arrive aussi sur le marché même les marchés très, très corporate, c'est un point important parce que je pense qu'on ne comprend pas quand on est, par exemple, dans la facturage, qu'on n'ait pas les mêmes possibilités à titre privé qu'à titre professionnel. Donc tous ces éléments-là sont très importants. Nous, on a réalisé en fait que dans notre transformation, on n'allait pas l'opérer nous-mêmes sur nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose de compliqué, même quand on est un grand groupe. On est obligé de s'ouvrir et d'avoir effectivement une stratégie d'open innovation. Donc les différents volets de cette stratégie, c'est d'abord la collaboration avec les startups et les fintechs, donc des acteurs qui sont autres. Sur ce point-là, nous, on a plusieurs piliers sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est la dynamique de... Alors, il y a de l'investissement, ça c'est clair. On a fait un certain nombre d'investissements qui sont parfois en direct. Par exemple, on a acquis Nickel, par exemple, qui était... on allait dire un nouveau cheval dans l'écurie BNP Paribas pour répondre à des nouveaux comportements, plus d'immédiateté, un nouveau type de clientèle aussi. Donc il y a des investissements directs, y compris dans des startups qui nous permettent d'accéder à des technologies ou des savoir-faire qu'on n'avait pas nécessairement. Le deuxième volet, c'est un sujet d'accélération et d'incubation. On a bâti en 2016 un partenariat avec Plug and Play, qui est un des plus grands accélérateurs mondiaux. On a déployé en 2017 un programme, j'allais dire propriétaire, avec Plug and Play, BNP Paribas Plug and Play, à Station F. Donc on a cette volonté véritablement de travailler avec tous ces acteurs dans une logique de réseau. On a environ 30 partenariats qui ont été noués avec des startups depuis lors. Et autant de MVP et de Proof of Concept. Sébastien, on reviendra effectivement sur ces aspects-là qui sont quand même importants de ces partenariats, de savoir comment ils se constituent et surtout quelle est la recette pour réussir effectivement à travailler avec des structures qui sont quand même assez différentes d'une grosse structure comme BNP Paribas. Laurent, justement, quand on est AG2R, la mondiale, Matmut, 3 grosses enseignes, je pense qu'il y a un petit peu de travail effectivement pour faire en sorte que tout se mette en ordre de marche. Et justement, comment on fait pour avoir une approche, une vision commune en termes d'innovation? Bonjour. Alors, c'est vrai que nous, on est une maison centenaire, on est une vieille dame, hein, ça fait plus de 100 ans qu'AG2R, la mondiale Matmut, est un groupe de protection sociale pour les biens et les personnes. Et donc, on est sensible et responsable aussi, engagé dans la durée, pour accompagner nos clients, nos sociétaires dans ces transformations. Ça, c'est important aussi, l'engagement dans la durée, et parfois sur une très longue durée. Quand on parle de contrat d'assurance vie, on va parler d'actions sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, voilà, il y a ces deux dimensions à intégrer, intégrer des progrès et puis en même temps savoir aussi qu'on est engagé sur le très long terme avec nos clients. Je pense que c'est important. Voilà, donc on a été confronté, on est en train d'être confronté un petit peu comme tout le monde, tout le secteur de l'industrie, peut-être avec un petit peu de retard à la transformation digitale. Donc, mais on sait qu'elle va nous arriver. Mais je pense autour de la salle, vous serez tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, vous consommez toujours de l'assurance comme vous la consommiez il y a 20 ans. Je ne pense pas que fondamentalement, ça ait changé. Mais on sait que la banque a changé, le retail a changé, les médias ont changé, donc on sait que ça va nous arriver aussi. Donc on se prépare à ça, et pour se préparer à ça, il y a un peu plus de 18 mois, on a lancé un programme de transformation digitale qui s'intéresse à nos clients et à nos collaborateurs, donc vraiment sur la symétrie des attentions, équiper aussi bien nos clients que nos collaborateurs d'outils digitaux.
Évidemment, tout ça repose sur le socle de la donnée. Donc ça donne des grands projets, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, l'open innovation, dans tout ça, trouve sa place comme un petit peu la préparation du coup d'après pour amener ces éléments à nos clients, à nos sociétaires. Après, voilà, on va rentrer dans des choses. On a des pratiques, des bonnes pratiques dans l'industrie sur l'open innovation. Je pense qu'on en retrouve certaines dans ce que vous avez dit juste avant. Moi, je vais rajouter juste une chose qui est importante, c'est que donc on est une cellule centrale, on est un groupe de 12 000 personnes, on n'est pas aussi grand que vous. Mais en revanche, j'accorde beaucoup d'importance, en effet, à ce qui va se passer pour les clients, travailler pour les clients et les collaborateurs. Et donc, pas de projet lancé si on n'a pas un porteur de projet identifié dans un métier. C'est-à-dire que même à l'échelle d'un groupe comme nous, on a des métiers très différents, très complexes. Et le point de départ de toute cette démarche d'innovation, c'est de ne pas démarrer un projet si on n'a pas quelqu'un, un métier qui en a exprimé le besoin, des clients qui vont avoir cette idée, voilà, ce besoin à servir. Et puis après, bon, on y reviendra un peu, mais je pense qu'on rentre dans des logiques voilà, de recherche de partenaires, internes ou externes. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur le fait que notre sourcing, il est aussi en interne. On a des capacités de production en interne. Et j'aime bien challenger les propositions des startups avec ce que nos équipes sont capables de faire. Et le dernier point pour démarrer, c'est aussi que tout ce qu'on fait n'a d'autre but que d'être industrialisé. Donc dès qu'on démarre un projet avec une start-up ou avec nos équipes, finalement on pense aussi au projet final. On pense à ce que ça pourrait donner quand on va le remettre dans les mains des utilisateurs finaux, et on essaie toujours d'avoir aussi cette idée-là en tête. C'est pas l'innovation pour l'innovation, l'art pour l'art. On refuse de se faire plaisir là-dessus. D'accord. Béatrice, vous vouliez réagir, je crois, sur... Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. En fait, ce qui vient du retail, aujourd'hui, on voit qu'il est en train de se transférer sur la partie entreprise. Nous, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé notre lab et où on regarde en fait ce qui se passe dans la sphère du particulier pour essayer de le répliquer dans l'entreprise. Et donc, on fait des proof of concept. Un des premiers, ça a été de créer une application smartphone pour que les trésoriers d'entreprise puissent accéder à leurs opérations de trade en direct sur le smartphone. Et ce sujet donc, a été traité il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on voit une adoption dans 25 pays. On a des millions d'utilisateurs. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Et puis, le sujet de vraiment avoir un porteur business, nous, c'est essentiel aussi, puisqu'on est un business et c'est nous qui portons les sujets d'innovation. Mais on voit bien que par le passé, dans la banque en tout cas, on a parfois innové sur des technologies juste pour le plaisir et ça n'a pas forcément marché. Donc, il faut vraiment ce porteur, ça c'est extrêmement important, parce que c'est la clé du succès. Puis le fonctionnement en écosystème et collaboratif, effectivement, c'est aussi un changement de culture pour la banque, mais qui est absolument essentiel. Alors, on le voit effectivement dans vos témoignages, ce n'est pas seulement qu'un sujet de technologie. Vos positionnements effectivement de vos structures sont transverses, on travaille avec les métiers, ce qui est vraiment un signe de maturité et de gros changements. Ça, je veux bien croire qu'en culturellement parlant, ça va être une évolution majeure. On en reviendra justement après sur l'aspect transformation interne. Ce que je voudrais savoir, si vous voulez bien, c'est est-ce que ça se matérialise tout ça par une stratégie en bonne et due forme, une stratégie d'innovation qui est décrite, partagée de tous? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont formalisées aujourd'hui? Alors, formalisé, non, parce que nous, on est un groupe mondial qui est énorme, donc il y a des grandes lignes, on va dire, mais il y a une organisation qui est en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc moi, j'ai le lab de trade à Paris, mais il y a un lab du particulier, il y en a même 2, il y en a un à Hong Kong et à Londres. Donc, il y a un réseau de labs qui se parlent, qui partagent leurs proof of concept, leurs innovations, leurs idées nouvelles. Et puis ensuite, il y a une division qui s'appelle Applied Innovation. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, côté informatique, où effectivement, eux aussi, ils testent des nouvelles technologies, ils les partagent avec le business. Et tout projet qui doit être déployé doit, comme vous l'indiquiez, avoir un porteur business et une idée très, très avancée. Dans cette partie-là, on va traiter plutôt, on va dire, la mise en production des proof of concept qu'on a pu faire dans les labs. Donc c'est un peu une continuité. Donc cette organisation, c'est aussi un cercle d'innovateurs dans le monde. Donc c'est des gens qui ont des idées, qui sont au contact du client et qui sont, on va dire, intéressés par la technologie, qui peuvent potentiellement proposer des idées. Et ces idées, elles sont testées et ensuite déployées. Voilà. Donc ça, c'est un peu le mode de fonctionnement.
qui est maintenant en place depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui fonctionne plutôt très bien, puisque on voit qu'on a quand même lancé beaucoup de nouveautés. Et on est en train de construire aussi, là on y reviendra probablement, mais ces consortiums sur la technologie blockchain qui sont vraiment en train de construire des nouvelles couches technologiques qu'on appelle plutôt, nous, des utilities, c'est-à-dire des plateformes multibancaires qui ont vocation à être utilisées par tous. Et donc on considère que la différenciation que va faire la banque après, c'est vraiment sur la relation et le conseil. Oui, sur la plateformisation, on y reviendra parce qu'effectivement, c'est quand même un phénomène qu'on ne peut pas ignorer. Justement, Laurent et Sébastien, toujours en complément par rapport à ce que vient de dire Béatrice, chez vous, ça se matérialise aussi par une stratégie avec des grandes lignes directrices qui sont partagées de tous et avec des ambitions associées, précises. J'avais envie de remonter d'un cran pour répondre à votre question. C'est difficile ce sujet de la stratégie d'innovation. Je ne suis pas certain qu'elle soit écrite et je ne sais pas s'il faut en écrire une, en fait, pour être très sincère. En revanche, ce qui me paraît hyper important, quand je dis remonter d'un cran, c'est de se dire quel est l'environnement dans lequel on se projette et quel est l'environnement dans lequel on va évoluer. C'est ça qui me paraît extrêmement important. L'an passé, on a fait, alors comme vous l'avez compris, on est un assez grand établissement avec beaucoup d'acteurs différents. L'an passé, moi je suis assez récent dans la maison, on a lancé une consultation. On a demandé en fait à tous les innovateurs du groupe finalement qu'est-ce qu'il vous faut pour mieux innover. Et la réponse, elle ne m'a pas tellement surpris, mais un peu quand même. Elle consistait à dire, nous, ce dont on a besoin beaucoup, c'est finalement une vision du futur. C'est-à-dire que pour donner une direction à l'innovation, il faut que vous puissiez, vous en tout cas aussi instrument central, puisque c'est quand même cet instrument qu'on est, donnez-nous une vision du futur à 10 ans. Dites-nous qui on veut être à 10 ans, construisons ensemble qui on veut être à 10 ans pour le client. Et la stratégie d'innovation, elle est quand même... alors, c'est peut-être une tactique d'innovation, en tout cas, il y a bien une vision qui va guider tout ça. Et ça me paraît extrêmement important de travailler là-dessus, pour donner une assise à l'innovation, parce qu'autrement c'est un petit peu difficile et ça risque d'être un petit peu de la sérendipité, quoi. Et ça a un côté sympathique, c'est parfois hyper nécessaire. Néanmoins, il faut vraiment l'asseoir sur ça, sur une vision de l'industrie, de l'environnement. On l'a vu tout à l'heure, c'est en train d'évoluer à une vitesse folle et je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler maintenant dans ces sujets-là. Donc vraiment travailler sur cette vision, c'est extrêmement déterminant et c'est compliqué, d'ailleurs. Alors, je rebondis là-dessus. C'est peut-être une question de maturité, mais on n'a pas cette dimension stratégique. Nous, on a organisé quelque chose d'extrêmement pratico-pratique et pragmatique. Finalement, c'est presque plus tactique que stratégique. Donc, on travaille beaucoup main dans la main avec la DSI et la direction des achats. Et on a structuré un petit peu une arrière-cuisine qui nous permet de préparer en fait les expérimentations et de répondre aux besoins qui arrivent aujourd'hui un petit peu au fil de l'eau et qu'on s'attache à reconstruire au fur et à mesure. L'activité, elle est récente, elle a moins d'1 an dans le groupe, l'activité d'Open Innovation. Donc on a commencé à la prendre au fil de l'eau et là on est en train de remonter un petit peu le courant, mais après avoir travaillé l'arrière-cuisine qui permet de délivrer. Je dis la DSI, j'insiste un peu dessus parce que c'est important de les avoir avec nous, même quand on travaille avec une start-up, quand on va l'industrialiser, à la fin elle va rentrer dans le patrimoine IT du groupe et ce patrimoine IT, eh ben, le seul responsable que je connaisse, c'est le DSI. Voilà, on a beau travailler avec du marketing, des métiers. À la fin, s'il y a un bug, s'il y a un problème de sécurité, et voilà, on sait qu'on est tous un petit peu sous ce risque-là. Il faut que ce soit l'IT qui s'approprie ces solutions. Donc on a une équipe et un petit bout de process ultra pragmatique qui permet chaque mois de revoir tous les projets, la trentaine de projets qu'on suit, qui sont en cours à différents niveaux de maturité. On a également un outil accessible à tous les collaborateurs du groupe, c'est un SURM pour ceux qui Startup Relationship Management, qui donne accès à toutes les startups qu'on a rencontrées, qu'on a scorées et qui peuvent être intéressantes pour le groupe. Ça ne veut pas dire qu'on travaille toutes avec elles. Et puis également tous les projets en miroir. Tous les projets d'expérimentation qu'on a en cours sont également accessibles à tous les collaborateurs. Ça, c'est important parce qu'on est un groupe assez grand avec des gens qui peuvent avoir des priorités, des enjeux similaires. Et finalement, ils peuvent venir dans cet outil se dire « Tiens, j'ai un problème de KYC. » Et peut-être qu'un de mes collègues dans la santé l'a eu avant moi. Je suis dans l'épargne. Un des collègues dans la santé l'a eu avant moi. Et je vais venir. Donc, ouais, on a cet outil qui est important.
Et puis on a créé un fonds d'investissement corporate qui est vraiment un fonds, alors, innovation à R&D. Donc ça veut dire qu'il investit que dans des sociétés avec lesquelles on collabore déjà. Et l'investissement vient comme c'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accompagner en fait un partenariat. On peut travailler avec des boîtes qui sont assez jeunes, assez fragiles. Le partenariat capitalistique va venir les aider à franchir un cap dans leur vie d'entreprise et puis nous aussi dans notre relation. Donc voilà, on a des outils finalement assez... Enfin, je parle vraiment pas de stratégie, on n'est même pas très à l'aise avec ce mot-là encore, mais voilà, on a plutôt cette approche tactique, pragmatique et très métier finalement. Donc très incrémental. On a beaucoup à faire déjà dans ce domaine-là. On met le doigt sur un sujet qui est quand même assez sensible aujourd'hui, dans cette dynamique de collaboration entre les grands groupes que vous représentez et les plus petites structures. Justement, j'aimerais bien savoir, Béatrice et Sébastien, c'est comment vous fonctionnez, comment vous approchez par rapport à ça, quelles sont les difficultés effectivement à associer des partenaires externes et notamment des startups. Au-delà effectivement de la possibilité de financement, est-ce qu'il y a une recette magique effectivement pour travailler efficacement avec eux ou est-ce qu'il y a encore des difficultés ? Alors moi, je dirais que côté HSBC, c'est aussi un changement de culture au niveau de la direction des achats, parce que c'est ça le principal problème de mon point de vue. Donc effectivement, ça n'a pas été facile au début. Maintenant, je pense qu'on a un bon partenariat avec notre directeur des achats, et ça a été, je dirais, le nerf de la guerre chez nous, où on arrive à faire valider les fintechs avec lesquels on travaille. C'est vrai que c'est plus facile quand elles font partie de notre fonds d'investissement, puisqu'on a aussi un fonds d'investissement HSBC, parce que là, comme elles ont été validées, elles sont passées au crible d'un certain nombre de contrôles par les équipes qui investissent. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, donc je dirais que c'est principalement une communication entre les équipes qui sont en charge de l'innovation et les directions des achats pour expliquer et sensibiliser à l'intérêt pour la banque de travailler avec ces entreprises. Et puis, on les accompagne aussi pour avoir le bon discours vis-à-vis des directions des achats et des autres entreprises. Parce que, vous parliez d'incubateur tout à l'heure. L'incubateur, il sert un peu à ça aussi. C'est à expliquer à une petite entreprise qui n'a pas l'habitude de parler à des banquiers comment ça se passe. Faciliter effectivement cette intermédiation. Sébastien, vous avez aiguisé ma curiosité quand on a préparé cette table ronde. Vous avez parlé d'un kit. Est-ce que vous voulez bien nous détailler un peu ce qu'il y a dans ce fameux kit d'accompagnement ? Oui, effectivement, on est tous, je pense, confrontés à cette espèce d'asymétrie entre les gros animaux qu'on est, nous, et puis ces acteurs qu'on connaît moins et qu'on connaît de mieux en mieux, bien sûr, maintenant, qui sont les fintechs et les startups, et qui n'ont pas ni les mêmes comportements, ni les mêmes attentes, et il faut arriver à se rencontrer, que cette rencontre se passe bien. Donc effectivement, nous, on a créé en 2017 quelque chose qui s'appelle le Startup Engagement Kit, qui est une boîte à outils. C'est une boîte à outils à destination des chefs de projet chez nous, puisqu'il y a toujours effectivement un acteur business, et puis évidemment pour la start-up. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a pas mal de choses. Il y a notamment des contrats simplifiés, parce qu'on s'est assez vite rendu compte qu'on avait... il faut pas non plus minimiser l'enjeu pour nous. C'est-à-dire que derrière, il y a la continuité de service, il y a des exigences très importantes et il faut les maintenir absolument. Néanmoins, pour un certain nombre de process, je pense tout ce qui est fait en termes de proof of concept ou de pilote, il faut arriver à pas y passer une énergie folle. Il faut surtout aller vite et faire en sorte qu'on puisse ensemble travailler et tester des choses. Donc on a des contrats simplifiés, on a mis en place un outil, un arbre de décision en fait pour les porteurs de projets qui les aide à voir les points un petit peu critiques dans ce qui est en train de se nouer. On les aide en fait à faire une espèce de diagnostic rapide sur l'aspect data, sur plein d'aspects qui leur permet à la fin, même de façon assez visuelle, de repérer les points un petit peu critiques qu'il va falloir traiter. Donc on a ça, on a, je l'ai dit, ces projets de contrat, on a beaucoup d'outils un petit peu concrets, même complètement concrets, qui facilitent et qui accélèrent les choses. On a commencé sur Proof of Concept, l'an passé on l'a mis en place sur les pilotes, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est déployé dans le monde entier, dans toutes nos entités, et qui aide beaucoup les relations finalement et à accélérer surtout l'innovation. Et on a d'ailleurs été distingué l'an dernier, en 2017, par la French Tech dans la catégorie co-développement. Il y a quelques expériences intéressantes qui embarquent toute la maison, c'est-à-dire du legal, la compliance, c'est un gros travail, mais qui est durable et qui est extrêmement profitable pour tout le monde. J'intercepte. Oui, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est que j'étais voir le directeur des achats et je lui ai demandé qu'on fasse un contrat adapté
pour travailler avec les startups. Donc, il conserve quand même certains engagements, mais surtout, il donne une date de fin très proche qui correspond à la durée de l'expérimentation. Ce qui évite de créer trop d'attentes et d'engagements de part et d'autre. Puis après, les incubateurs, on en a parlé, on a aussi quelques partenariats d'incubateurs qui, tout à fait, vous le disiez bien, nous aident parce qu'ils aident les sociétés, les startups à grandir, à se structurer, à grandir en tant qu'entreprise. Et ça, c'est aussi le boulot de ces partenaires. C'est pas notre métier, chacun sa place. Nous, on va plutôt être consommateur de tout ça et on va être le client. Maintenant, il faut que les boîtes soient prêtes à travailler avec nous. Et ça, c'est vrai que les incubateurs nous y aident pas mal. Ouais. Très bien. Alors tout ça, ces investissements de fonds qui sont significatifs, effectivement, toute cette dynamique qu'il faut amener au sein de l'entreprise, ont sûrement donné lieu à des expérimentations. Alors sans trahir de grands secrets, est-ce que vous voulez bien partager avec nous effectivement des grandes expérimentations que vous avez pu mener? On va commencer avec vous, Béatrice. Vous avez parlé tout à l'heure de blockchain. Oui, alors j'ai parlé donc du premier expériment qu'on a fait, qui était donc l'application smartphone dont je parlais. Il y en a beaucoup d'autres. Actuellement, on travaille donc sur la mise en place d'un certain nombre de chatbots dans différentes parties de l'entreprise. Beaucoup de robotisation. Donc la mise en place de robots pour faire des traitements simplifiés, et on est en train de rajouter la composante intelligence artificielle dessus. Et puis bien entendu les expérimentations en matière de blockchain, où là on est dans un certain nombre de consortiums avec la BNP pour certains, qui visent à... Bon, il y a un certain nombre d'innovations qui sont en fait des innovations qu'on va dire un peu tactiques, c'est-à-dire court terme, amélioration du service client. Et puis, il y a des améliorations sur la blockchain, on est plutôt là-dedans, qu'on voit plutôt stratégique et visionnaire, c'est-à-dire une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de faire un certain nombre d'opérations. Et dans la blockchain, on est vraiment là-dedans, puisque sur un certain nombre de plateformes, en fait, on fait converger l'écosystème bancaire avec l'écosystème entreprise, et on met tous ces membres de l'écosystème sur une même plateforme, sur lequel on accède à la même information à un instant T, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on est vraiment dans la mise en place d'un nouveau service pour l'écosystème qui est assez novateur. Donc on a fait les premières opérations en 2018. Les plateformes, pour un certain nombre, vont rentrer en production en 2019. Donc on va faire des opérations beaucoup plus régulières. On va aussi dire les choses très clairement. Aujourd'hui, on n'est pas en phase pour accueillir toutes les opérations de trade mondial sur ce type de plateforme. Donc il y a des étapes suivantes à venir, qu'on appelle la scalability, c'est être capable de traiter des volumes en mode industriel. Mais c'est quand même la vision d'HSBC pour les 2 à 3 ans à venir. C'est d'arriver, je dirais, à déployer ces nouvelles solutions sur le financement du commerce international. On a fait le même type d'expérimentation sur la partie affacturage. Cette partie-là est un peu moins avancée, mais je suis assez convaincue aussi que ça va se développer. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on traite. Un des sujets dans lequel on croit beaucoup aussi dans le trade, c'est l'Internet des objets connectés, puisque aujourd'hui, 80% du commerce mondial se fait par bateau. Donc une fois que le container est sur le bateau, on sait où il va, il n'y a pas de souci. On voit le développement avec la Chine de ce qu'on appelle la Belt and Road Initiative. Donc les containers vont prendre le train. Et là, ce n'est pas la même affaire. Ça peut potentiellement s'arrêter à beaucoup d'endroits qui sont des pays à risque et qui, d'un point de vue compliance, nécessitent des contrôles approfondis. Et donc on pense que l'Internet des objets connectés va nous permettre, donc l'IoT va nous permettre de faire ça. Voilà un petit peu toutes les pistes qu'on explore. Donc il y en a beaucoup. Laurent, vous souhaitiez partager avec nous quelques expérimentations côté, Oui, alors ça touche, comme je le disais, on est vraiment 360 sur tous les métiers du groupe. Donc on va expérimenter des choses, peut-être sur des métiers pas très sexy, du réglementaire, mais en fait qui sont très très créatifs. Et notamment, on a fait des choses intéressantes sur la lutte contre la fraude, également la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc
en s'appuyant sur soit des startups, soit des développements internes d'ailleurs dans ces cas-là. On a travaillé avec une startup qui est bien connue, qui s'appelle Shift Technology. Je pense qu'ils sont assez connus dans les services assurance, mais je pense aussi dans la banque. Ça fait un moment qu'on travaille avec eux. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est qu'à chaque fois, on faisait déjà des choses. La lutte contre la fraude, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y a des éléments réglementaires. On le faisait déjà avant, et ce qui nous apporte, c'est de l'accélération, de l'automatisation. Donc on a pas mal si je tire ce fil-là, on a pas mal de choses finalement dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans les processus d'automatisation. Ça, je pense que c'est des traits communs, des choses qu'on va retrouver. Il y a des choses industrielles, et puis on continue d'alimenter. Il y a un outil, une solution d'IA sémantique qui nous aide à faire de la rédaction automatique de contrats et de notices d'information pour les clients en santé. On a aussi des choses sur la partie épargne avec du robot advisor. Enfin, voilà, on en a 30, donc je pourrais vous en... Mais voilà, c'est quelques exemples qui sont assez importants, assez emblématiques, et puis aussi certainement le sous-jacent techno de l'intelligence artificielle, par exemple, ou de la blockchain. Alors, pour l'instant, on n'a rien sur la blockchain, disclaimer, pas de projet en cours, mais on a des réflexions, on a fait du proof of concept. Puis là, voilà, on est dans un entre-deux. Mais sur l'IA, il y a beaucoup de choses. Après, appliquer à un métier, appliquer à un cas d'usage, appliquer à un besoin, un problème à résoudre. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que sous toutes ces formes, l'IA est en train quand même de prendre petit à petit, de s'infiltrer là dans tous les domaines, d'AG2R, la mondiale Matmut. Oui, en quelques mots, je pense qu'on travaille à peu près tous sur les mêmes sujets. Sur l'IA et la robotisation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours les deux aspects, je pense, maîtrise des coûts opérationnels, ça c'est une certitude. Et puis il y a aussi quand même, il y a un apport très direct, je pense aussi à l'expérience client. Il y a une expérimentation qu'on est en train de mener au Luxembourg avec une fintech qui s'appelle Tetrao, qui est intéressante parce qu'en fait, le but, c'est d'économiser, de tordre le cou à un moment difficile de la relation client, qui est l'entrée, notamment quand on est une petite entreprise. L'entrée en relation, ça peut prendre plusieurs jours, parce qu'il y a plein de documents à collecter. On a mené cette expérimentation avec Tetrao, qu'on est en train d'ailleurs d'implémenter, qui consiste en fait à avoir un outil qui va rechercher partout de l'information pertinente pour pouvoir, si vous voulez, pré-remplir tous ces documents qui sont compliqués à faire et qui prennent vraiment du temps, tant du côté collaborateur que du côté client. Donc on est en train de travailler sur ce type d'outils qui permettent à la fois de gagner en coût opérationnel et puis surtout d'améliorer la vie du client à ce moment un peu fondateur qui est le début d'une relation. Sinon, oui, bien sûr, l'intelligence artificielle dans plein d'endroits. Et puis l'exploitation des données, toujours avec cette obsession d'apporter un nouveau service. Je crois que cet après-midi, il y a Personetics qui sera là. C'est une expérimentation qu'on est en train, là aussi, c'est toujours au Luxembourg, on est en train de l'implémenter aussi, mais c'est la capacité en fait à être dans quelque chose qui nous est cher, qui est ce qu'on appelle nous le financial well-being, c'est-à-dire comment on aide le client finalement à avoir la maîtrise de ses dépenses et à préparer l'avenir. C'est un outil intéressant, je pense que il sera développé cet après-midi, qui consiste à utiliser toutes les données de transaction, tout le comportement du client pour lui apporter régulièrement des insights et qu'il puisse comprendre ce qui est en train de se passer sur son compte, lui donner des conseils, des insights, des tips, comme on dit, pour l'aider à garder le contrôle de ses finances. Donc vraiment, oui, beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est qu'on a, je pense, comme vous, un funnel où on est en train de suivre. On sait qu'on est en train de travailler sur toutes ces dimensions. On les partage entre pays et entre entités. Donc on est sûr à peu près de couvrir l'ensemble de tout ce spectre d'innovation. Et on travaille sur ces sujets-là avec toujours cette obsession, vous l'avez compris, qui est de répondre aux clients et d'améliorer son expérience. Voilà. Très bien. On a fait un premier volet, effectivement, un premier focus sur l'innovation. On a parlé même d'open innovation. Ce que je vous propose, on va faire une première déclinaison, effectivement, avec l'open banking. Et puis après, avec vous, Laurent, on parlera de l'open insurance. Justement, sur l'open banking, moi, j'ai une question de fond. Est-ce que l'une des motivations, effectivement, est de ne pas déjà commencer à réfléchir à l'évolution de vos modèles, peut-être potentiellement des adaptations dans un premier temps, mais est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une réflexion de fond quand même sur l'évolution du modèle
de vos entreprises, mais aussi globalement du modèle de la banque dans le domaine de la finance plus largement? Alors moi, je dirais que sur cette partie-là, en fait, cette réflexion, évidemment, elle a déjà commencé parce que aujourd'hui, on a des plateformes bancaires qui datent des années 70 ou 80 et en fait, qui nous permettent pas toujours d'innover comme on le souhaiterait. Donc, c'est la problématique. Et donc, je dirais qu'on a commencé à poser les fondements. Dans mon métier, on a totalement changé notre plateforme bancaire traditionnelle. Et on vient de mettre en place un nouveau système beaucoup plus ouvert. Donc il est rentré en production en fin d'année, donc c'est tout récent, mais qui va nous permettre justement de changer de modèle. Et qu'est-ce que j'entends par changer de modèle? D'intégrer ces innovations notamment beaucoup plus rapidement, d'avoir un fonctionnement beaucoup plus modulaire, donc qui permet de s'adapter beaucoup plus rapidement aux besoins et aux demandes du client. Parce que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on veut bien changer de modèle, mais encore faudrait-il arriver à faire suivre l'informatique traditionnelle. Quand on est une banque de notre taille, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est assez compliqué. Et donc, un double avantage, c'est un système plus moderne, et la capacité à mettre sur le marché des nouveaux produits, du coup, est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'avec un système plus open banking et, je dirais, ces systèmes de lab, on peut mettre en production un nouveau module en quelques mois, là où auparavant, il nous fallait plusieurs années en général. Donc, open banking, pour moi, ça veut dire réactivité et mise sur le marché des nouveaux services beaucoup plus rapides qui nous permettent d'être un peu plus alignés avec ce que les fintechs sont capables de faire, puisqu'elles partent de rien et elles construisent un modèle qui est directement adapté aux besoins du client et au marché. Donc c'est ça que je vois comme une évolution. Cyril Chiche vient de nous rejoindre, qui est le fondateur de Lydia. Avant qu'on passe la parole à Cyril, ce que je propose, on va juste, Sébastien, si vous pouvez nous donner votre vision justement sur cette plateformisation et ses orientations en termes de business model. Est-ce que BNP a des réflexions en cours? Et justement, vers quoi vous vous orientez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a effectivement le volet que vous venez de décrire, qui est un volet plus IT et qui est, j'allais dire, le fondement de ce qui est à construire. Ensuite, sur ces sujets d'open banking, alors il y a le volet DSP2, on sera compliant le 14 septembre 2019, on sera au rendez-vous. Et puis il y a un troisième sujet pour moi qui est un sujet toujours orienté client, qui est le suivant, qui est de dire en fait que la banque progressivement va s'insérer dans des parcours ou dans des écosystèmes, des écosystèmes qui sont ceux de nos clients. Là où je veux en venir, c'est que la banque, on ne fait pas de la banque pour faire de la banque en général. On fait de la banque parce qu'il y a un fait générateur, ça peut être du commerce, ça peut être un achat immobilier. Il y a toujours un sous-jacent ou quelque chose qui vient avant. La réflexion qu'on a en ce moment, c'est bien celle-là, c'est de se dire la banque va s'insérer progressivement dans les écosystèmes de nos clients, ne plus être, si vous voulez, sur un moment très précis qui peut être un paiement, mais plutôt va essayer de travailler et de s'insérer dans des parcours de vie beaucoup plus larges. Alors quand je parle de ça, je parle par exemple de sujets nous qu'on regarde, qui sont ceux du logement, qui est quand même un besoin fondamental. La mobilité, c'est aussi des expériences extrêmement intéressantes. Et on voit sur ces sujets-là qu'il y a des acteurs qui viennent à nous. C'est-à-dire quand on prend aujourd'hui Uber, on ne voit plus le paiement. Le paiement est intégré et ça, c'est un challenge pour des acteurs comme nous. Donc les réflexions qu'on est en train de mener avec justement comme boîte à outils l'open banking, c'est comment se connecter mieux à tout cet écosystème. Donc c'est là-dessus qu'on réfléchit avec ces fameuses API qui nous permettent d'être beaucoup plus connectés à l'ensemble des acteurs. Donc c'est dans cette direction-là qu'on est en train de travailler. L'autre chose aussi, c'est qu'on travaille sur des plateformes. On a aussi commencé à déployer de premiers outils. Alors, la définition de plateforme, il y en a plein. Moi, j'ai celle en tête du fameux livre Platform Revolution, où on met en contact finalement des producteurs qui sont souvent externes avec des clients. Et il y a un orchestrateur au milieu. On a deux exemples de plateformes qui ont été lancées récemment chez nous, qui sont alors Quintessia, donc ça c'est sur un métier spécialisé qui est le leasing, donc BNP Paribas Leasing Solutions, où en fait BNP Paribas met en relation
des clients qui ont du matériel disponible, ça peut être des remorques, du matériel de bâtiments et travaux publics, et d'autres clients qui sont à la recherche en fait de ce même bien. BNP Paribas n'est plus dans son rôle, j'allais dire complètement classique de financeur, mais bien met en relation des besoins, une offre, et enfin voilà, une demande et une offre. Donc on commence à déployer déjà ce type de plateforme. On l'a aussi fait avec Arval, avec le métier automobile. Arval for Me, c'est une offre, c'est intéressant parce que l'open banking, c'est quoi au fond? C'est s'appuyer sur des assets qu'on a déjà. Et les banques, notamment, et je pense que les acteurs qu'on a ici, ont pas mal d'assets, d'actifs à valoriser, notamment leur base client. Arval for Me, c'est la même histoire, c'est de se dire, tiens, dans le métier pour servir le leasing, on a un certain nombre de garagistes ou de garagistes partenaires. L'idée maintenant, c'est de les mettre en relation avec nos clients, quels qu'ils soient, j'allais dire, pour les aider à mettre en relation toujours cette offre et cette demande. Donc vraiment, cette stratégie open banking, pour moi, elle est fondamentale et elle prend cette forme de mettre en rapport des offres et des demandes. C'est un nouveau métier pour la banque qui demande des nouvelles capacités, parce qu'être en orchestration, c'est pas la même chose que d'être, je reprends le mot, le pipeline du livre Platform Revolution. On est en train d'opérer ce changement-là. Ça ne veut pas dire que tout va devenir plateforme. Je pense qu'il y aura toujours un métier plus traditionnel du banquier financeur avec des rendez-vous physiques. Tout ça, évidemment, ne va pas supplanter ce métier-là, cette façon de faire le métier, mais en train de venir en complément et de monter en puissance. C'est effectivement des éléments qu'on a abordés dans l'étude. Je vous invite à regarder plus en détail le contenu de l'étude. Cyril, D'abord, je vous prie de m'excuser pour ce léger retard. Cyril, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien nous présenter Lydia, cette fintech dont on parle beaucoup et dont on parle d'ailleurs dans l'étude, puisque vous êtes identifié comme étant un acteur, effectivement, un nouvel acteur. Est-ce que bien vous expliquer quel est votre positionnement, l'historique de Lydia, ce que ça fait et votre vision aussi de l'open banking, profitant de votre présence en tant que fintech, parce que l'innovation coule dans vos veines naturellement. Si vous pouvez nous faire bénéficier effectivement de cette vision. Avec plaisir. Lydia a été créée en 2011, lancée en 2013, avec une vision qui était on va faire du paiement avec son téléphone et il va falloir pour ça avoir une application qui soit extrêmement efficace et universelle. Une application pour faire tous les paiements. Pas simplement payer entre amis ou payer dans un magasin ou payer en ligne ou payer dans une enseigne. On n'a jamais cru à cette histoire de Merchant Pay, par exemple, même si on sait que Starbucks a été un grand succès. Enfin, moi, en tant que personne individuelle, je ne veux pas avoir un système de paiement Starbucks, un système de paiement Carrefour, un système de paiement un système de paiement là, parce que ma vie, ce n'est pas d'être cliente de cette enseigne-là. Et donc, finalement, on n'est pas parti d'un système de paiement, on est parti de la manière dont les gens vivent. Et en premier, nous. Et donc, c'est dit de quoi on aurait besoin, nous, dans ce monde où on va faire plus de choses avec son téléphone. Et notamment, payer. Et donc on a créé cette application et évidemment ce qui a le plus marché c'était une chose simple, c'était le remboursement entre amis, puisqu'on a enlevé tous les irritants du remboursement entre amis. Aujourd'hui ça va petit à petit devenir une norme, mais s'envoyer de l'argent via son numéro de téléphone et instantanément, bon ça va arriver bientôt de manière plus générale dans le marché, mais ça fait 6 ans qu'on le fait. Et c'est ça qui a fait vraiment prendre Lydia et décoller Lydia, notamment auprès des jeunes. Des 18-30 ans qui représentent encore aujourd'hui 80% de nos utilisateurs. On ne fait pas que ça, bien sûr, mais on a commencé beaucoup avec ça et c'est ça qui, encore aujourd'hui, a été un bon accélérateur. Aujourd'hui, Lydia, c'est 1,8 million d'utilisateurs. Et quand on dit utilisateurs, on va dire des gens qui ont créé des comptes, pas des téléchargements. Et ça grossit de un peu plus de 100 000 par mois. On est présent dans 5 pays européens, France, Irlande, Royaume-Uni, Espagne, Portugal. Et depuis 2018, on est allé beaucoup plus loin, puisque ce que les banquiers ont vu, on l'a vu nous aussi, tout le monde l'a vu. C'est cette histoire de, finalement, la banque, c'est plus nécessairement la banque. D'autres l'avaient vu encore avant nous, évidemment, c'est pas le sujet, on revendique rien. Et on a la chance d'être un peu plus agile. Donc effectivement, quand on voit un truc en 2017, en 2018, c'est shippé max, quoi. C'est vraiment, si on n'a pas été bon, quoi. Si c'est un très gros truc. Et donc, on a construit au fur et à mesure de 2018 une offre qui s'appelle Lydia Premium et qui est l'équivalent d'un super compte courant. Je dis super pas parce qu'il est mieux que... C'est pas Superman, c'est super au sens... on l'a appelé Meta. C'est les outils d'un compte courant au-dessus de vos comptes courants. Donc, le principe, c'est quoi? C'est j'ai une carte
j'ai un IBAN, j'ai tout ce que je vois d'habitude, mais en plus, j'ai la vue et l'action au-dessus de mes comptes. Donc je peux payer avec ma carte Lydia et ensuite aller chercher mon argent dans mon compte BNP, dans mon compte ING, dans mon compte N26, dans mon compte ce que j'ai envie, n'importe quel compte. Je peux aussi voir tous mes soldes, mes historiques. Je peux aussi initier des virements, ça c'est évidemment des SP2, mais je peux aussi, par exemple, et ça c'est quelque chose qu'on va lancer dans quelques jours, donc vous avez la primeur, avoir un IBAN universel. C'est-à-dire que c'est l'IBAN que je vais donner à tous les gens qui veulent me prélever. Alors aujourd'hui, on ne fait pas de prélèvement, mais en IBAN, on l'a déjà pour faire des virements. Mais je donnerai cette IBAN à tous les gens qui veulent me prélever. Et ensuite, je mettrai dans Lydia des règles qui dira cet argent-là, tu vas le chercher sur ce compte, celui-là sur ce compte, que je pourrais évidemment changer au fur et à mesure. Et du coup, ça rend ma vie beaucoup plus simple. J'aurai aussi évidemment un dashboard de celui-là, j'arrête, celui-là, j'autorise le mandat, celui-là, j'arrête. Et donc, le principe, c'est ça, c'est finalement de créer une interface pour tous les services financiers du quotidien qui soient mobiles et mobiles seulement, européennes et exclusivement européennes, mais vraiment européennes, parce qu'on va ouvrir toute l'eurozone Lydia d'ici la fin 2019, et enfin qui soient dépourvus ou en tout cas allégés de tous les irritants. Il y a trois produits qu'on a lancés dans les 2 derniers mois qui sont des bons exemples de ça. Le premier qui est, pour moi, la quintessence de ce que doit être Lydia et de ce qu'auront toujours du mal à faire les banquiers, sauf à devenir Lydia, ce qui est un autre sujet. Mais la transformation de BNP ou de ING en Lydia, honnêtement, je ne souhaite pas ni à BNP ni à ING. C'est un enfer de faire Lydia. Donc, vous êtes pas mal avec des boîtes qui gagnent bien, qui sont efficaces, qui sont bien implantées, qui font 1000 métiers, qui sont superbes. Je ne crois pas qu'on n'arrivera jamais à créer une entreprise qui ressemble de près ou de loin à des belles machines comme ça. Mais en tout cas, d'un point de vue consommateur, l'expérience extraordinaire, c'est le compte partagé. Aujourd'hui, je peux faire un compte ou je peux faire un compte joint. Bon, généralement, quand vous faites un compte joint, vous êtes bien établi avec la personne parce que pour le défaire, c'est 1 an après le divorce que vous avez pu vous débarrasser du compte joint. Plus facile de se débarrasser du conjoint que du compte joint. Avec Lydia, vous pouvez en un clic créer je peux moi créer un sous-compte partagé parce qu'on va partir tous les 5 en week-end et je vais vous inviter à partager ce compte. Et donc vous allez pouvoir mettre de l'argent dessus. En tout cas, je vais pouvoir décider que vous pouvez mettre de l'argent dessus, dépenser cet argent et vous allez pouvoir lier des moyens de paiement dans Lydia, des cartes virtuelles, des cartes physiques à ce sous-compte-là, voir toutes les transactions en temps réel, parce qu'évidemment le temps réel c'est le cœur de cette nouvelle offre on va dire, de services financiers du quotidien, et certains vont pouvoir gérer les droits des autres participants. Bon, généralement, c'est pas tout le monde. Alors, évidemment, on a compris qu'à la fin du week-end, on va pouvoir fermer ce compte-là. Moi, je le fais avec mes enfants, avec qui j'ai un compte partagé chacun, avec mon épouse. Donc les enfants, chacun a son compte, ils ont une carte virtuelle qui est connectée, qu'ils ont mis dans leur Google Pay. Bon voilà, c'est magique, à la fin, ils peuvent aller dépenser l'argent que j'ai mis 2 secondes avant dans le sous-compte, quoi. Et ils peuvent être n'importe où. Et on peut le faire quand on est en coloc, on peut le faire quand on est en couple, on peut le faire quand on est en week-end, on peut le faire avec ses enfants, ça peut être un compte joint. Et cette flexibilité-là, cette agilité, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très ADN pour nous et qui est très lifestyle. Les 2 autres produits, c'est une assurance pour les smartphones. Alors, c'est pas très original. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Sauf qu'évidemment, la souscription est hyper rapide et on a enlevé tous les irritants. Les irritants, c'est quoi? C'est pas de franchise, pas de délai de carence, pas d'engagement. Donc, j'ai sur mon smartphone. Maintenant, dans 2 secondes, il est couvert. Le mois prochain, j'arrête. OK. Ça, c'est quand même pratique. L'autre, c'est un prêt instantané. Jusqu'à 1 000 €. Je demande l'argent. Dans 4 secondes, je l'ai, je peux faire ce que je veux avec. Et ça, c'est pas des choses qu'on a fait nous. En fait, on les a co-travaillés avec, pour le prêt instantané Banque Casino, pour l'assurance smartphone CNP. Donc finalement, aujourd'hui, Lydia, c'est quoi? C'est une plateforme. Mais c'est une plateforme depuis le début. C'est-à-dire, aucun des produits n'est à nous. La carte, elle n'est pas à nous. Qui a été nativement conçue, effectivement. C'est l'ADN de Lydia que d'être une plateforme de distribution de services bancaires. En fait, si on regarde Lydia, c'est quoi? C'est exactement en face de ce qu'était avant les agences. C'est une plateforme de distribution et de consommation de services financiers du quotidien. Merci Cyril pour cette vision assez novatrice effectivement des services à venir. Juste avant qu'on passe à la séance de questions-réponses, Laurent, justement, en termes d'assurance, on voit que ça bouge beaucoup, il y a des réflexions profondes, on est dans un secteur qui va évoluer vite, très vite certainement. Justement, quelle est votre définition à vous de l'open insurance? Comment vous le matérialisez aujourd'hui à la G2R, la mondiale Matmut? Alors,
Juste avant de répondre à ça, un petit mot sur Lydia. Tout à l'heure, dans votre étude, vous avez montré les taux de notoriété et je pense que ça aurait été intéressant de nous les montrer par âge. Parce qu'en effet, je pense que sur les populations que vous citiez, c'est pas du tout pareil. Et moi, ce que j'entends dans ces populations-là, c'est qu'ils disent on se fait un pumpkin, on se fait un Lydia. Et donc, en plus, vous avez réussi un truc intéressant, c'est que vous avez finalement créé un nom commun de votre service. Je trouve ça c'est intéressant et c'est inspirant pour la suite, justement, hein, pour la transition de l'open insurance. Alors, l'open insurance, ça reste encore quand même un concept, même si voilà, il y a certains acteurs, et je trouve que voilà, les startups, en effet, se conçoivent nativement comme des startups. On est un petit peu, comme des plateformes, on est un petit peu en retard hein, sur l'open insurance par rapport à l'open banking, c'est sûr. Néanmoins, je pense que c'est une vraie opportunité de créer de nouveaux services pour nous, d'aller chercher aussi de nouveaux business models, consommer toute la ressource que vous décriviez, qui a été fabriquée pendant des années par les banquiers, ça vaut de l'argent, ça a de la valeur. Comment cette intermédiation se crée, ça va être un petit peu la même chose. Et c'est dans le programme digital dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette structure qu'on a créée il y a 18 mois, c'est quand même vraiment ce qui nous guide. C'est-à-dire que la vision qu'on a derrière tous les travaux qu'on fait, c'est la vision qu'on va devenir une plateforme. On y investit pas mal d'argent, on investit 30 millions par an dans ce projet, dans cette transformation digitale, mais avec l'idée vraiment qu'à terme, on va créer ces nouveaux modèles avec d'autres, mais aussi ces autres acteurs nous rapporteront de l'argent quelque part. Après, la culture de plateforme, on l'a aussi déjà quand même depuis de nombreuses années. Malgré tout, on ne l'appelait pas comme ça, on ne l'appelait pas Open Insurance, mais beaucoup de nos services, notamment les services d'épargne, sont distribués avec des tiers, des banques privées, des réseaux de distribution. Et finalement, on est déjà interfacé avec eux. On ne parlait pas d'APIs, mais on avait des interfaces. Donc voilà, cette transition-là, elle va se faire. C'est vrai que c'est un peu ce nouveau monde et ces nouvelles expériences. On sait que ça va nous arriver. On est prêt et on y travaille. On a investi du temps là-dedans, mais voilà, c'est parti. Je vous remercie tous les quatre pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer et puis pour avoir été transparent justement par rapport à vos activités. Il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses. Je ne sais pas si certains d'entre vous voulaient poser des questions à nos intervenants. La première question est toujours difficile. Hein. Généralement, ça prend un petit peu de temps. Pas de questions ? Est-ce qu'il fonctionne le micro ? Bonjour, Laure Simon de Veolia. Moi, je suis intéressé par tout ce qui peut faciliter les parcours de paiement de nos clients. Et je voulais revenir sur l'étude sur les moyens la position par rapport aux banques, l'étude introductive. Est-ce que ce qui a été observé en France, est-ce qu'on voit des tendances très différentes dans d'autres pays de la zone euro ? Et qu'est-ce que vous voyez comme évolution quand on regarde par exemple ce qui se passe en Chine ? Où on a des clients qui ne payent que par des applications effectivement qui sont intégrées en fait finalement aux réseaux sociaux. Comment est-ce que vous anticipez ces évolutions qui vont peut-être nous arriver plus vite qu'on ne pense ? Qui veut répondre ? Oui, alors le paysage est en train de bouger effectivement rapidement sur les paiements. La vision qu'on en a, c'est que la carte reste aujourd'hui un instrument qui fonctionne quand même très bien. On le voit aussi avec le sans contact qui fait aujourd'hui que l'expérience de paiement reste quand même très fluide. Il y a des compléments qui apparaissent. On a lancé hier Apple Pay, par exemple, chez BNP Paribas, y compris en France. Donc on a un certain nombre de facilitations qui sont en train de s'opérer et je pense que Cyril en dira aussi un mot sur cet aspect paiement. Sur la Chine, effectivement, alors j'en ai dit à ma façon un mot sur cette idée d'écosystème, de s'insérer plus profondément dans les parcours de vie de nos clients. Ce qui a été bâti en Chine par des acteurs comme WeChat, d'un côté Alibaba, il y a une partie reproductible, puis il y a quand même beaucoup d'assets et de comment dire,
et de dispositifs qui sont moins facilement reproductibles. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'on commence à faire, c'est de se diriger véritablement vers un élargissement, en tout cas de l'offre de services, en tout cas côté BNP Paribas, et je pense dans pas mal de banques retail aujourd'hui, d'arriver à proposer ces expériences plus globales. De là, arriver à un système aussi prégnant et aussi global, c'est un pas qui est aujourd'hui, à mon sens, encore un petit peu lointain. Mais en tout cas, on le regarde avec beaucoup d'attention. Et il y a un contexte, il y a un contexte quand même local qui est extrêmement fort. Et voilà, j'y suis allé et j'ai fait l'expérience. Et je pense qu'il y a quand même une dimension locale qui est assez forte. Je fais juste un petit commentaire. C'est pas particulièrement ma ligne de métier, mais par contre, je connais bien la Chine parce que le groupe est très implanté en Chine pour le coup. Moi, ma vision des choses, c'est que c'était un marché qui était très cash et c'était d'une grande complexité pour les banques parce que la circulation du cash, c'est pas forcément pratique et c'est compliqué à gérer. Et donc, ils sont passés directement à l'étape suivante sans passer par les étapes intermédiaires que nous, on a connues en Europe, donc la carte et un certain nombre d'autres modes de paiement un peu plus digitaux, ce qui fait qu'il y a eu une adoption très rapide. Je pense que chez nous, ça va être plus compliqué, principalement parce qu'on a d'autres moyens de paiement auxquels aujourd'hui on est assez habitué. Et bon, la force de l'habitude, c'est aussi parfois un peu une contrainte pour le changement. Mais on va finir par y arriver. Nous aussi, on a lancé Google Pay hier. Donc voilà, je pense que ça arrive progressivement dans les banques. C'était Apple Pay. Pardon, Apple Pay. Google Pay. J'ajoute un tout petit mot là-dessus. Sur il y a une opportunité aussi, même en Europe, sur les visiteurs asiatiques et chinois en particulier. Je l'ai vu à travers donc moi j'ai mon regard d'assureur, mais je l'ai vu à travers le Swave, la plateforme FinTech AssureTech de Paris & Co, dont on est partenaire. Et on avait 3 très beaux projets en rapport justement avec le créer les ponts entre l'Europe et l'Asie et la Chine en particulier. C'est 6% des Chinois qui ont un passeport et qui voyagent. 6%. Et leurs 2 premières destinations, c'est Paris et Rome. Voilà, donc à bon entendeur, mais je pense quand même qu'il y a aussi du business maintenant en France à faire sur ces sujets-là et que tout ce qui va, la facilitation de paiement des visiteurs chinois qui dépensent beaucoup d'argent, c'est un panier moyen de 3 000 €. Je vous livre les chiffres qu'une des startups nous avait communiqués. Ça m'avait franchement retourné. Je pense que c'est ici maintenant en fait que ça se passe. Hein. C'est pas si loin de nous que ça. Oui, d'ailleurs, BNP Paribas a d'ailleurs mis en place des partenariats avec ces acteurs du paiement pour faciliter leur vie. Après, ce qui est intéressant chez ces acteurs, je repense à quelque chose, c'est qu'ils viennent. Alors, WeChat était présent dans la vie des gens par le gaming, les jeux à l'origine. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé une récurrence et une intensité d'utilisation et qui sont venus ensuite sur les produits financiers, par exemple. Donc la clé vraiment, c'est cette récurrence de l'usage qu'ils ont créé. Alibaba, ça part d'autre chose, ça part de l'e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs ont tous les deux convergé vers les paiements et finalement ont élargi leur offre à la banque. Donc c'est vrai que par rapport à nous, acteurs financiers, établis, anciens, on est sur des techniques un peu différentes. Et nous, notre enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le mouvement inverse. C'est maintenant de repartir et de créer de la récurrence d'usage, probablement sur d'autres usages. Et ce que je vous disais tout à l'heure, sur être présent dans les parcours de vie des gens plus largement. Voilà. Je me tourne vers Stéphane. Est-ce qu'on peut juste encore un peu de une temps, dernière, peut-être s'il y a Cyril, une autre peut-être question aussi. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Bonjour, Antoine Pochard de CVA. Vous avez insisté sur le besoin d'aligner l'innovation avec les besoins métiers. Et là, c'est pas extrêmement sexy, mais je voulais savoir quels sont les processus de gouvernance qui vous permettent d'aligner vos innovations, vos proof of concept, vos pilotes avec les besoins métiers. Comment vous cadrez tout ça? J'imagine que c'est à moi que se pose cette question, notamment, mais on va tous y... Non, mais très rapidement, nous, on est,
il y a beaucoup de liberté dans tout ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment la maintenir. Ce qui est important, c'est que on a vraiment senti, nous, et on a senti, ça a été organisé et ça s'est fait de façon naturelle, le pilotage de l'innovation de façon assez centralisée. Enfin, on a tous connu l'époque des CDO, du digital, où à un moment il faut une étincelle. Et voilà. On l'a connu aussi sur l'innovation. Aujourd'hui, c'est vraiment au plus proche des métiers. Donc j'allais dire, on est vraiment dans une forme de subsidiarité. Enfin, au sens où c'est les métiers qui savent le mieux comment s'organiser. Ce qui est important, mais j'insiste là-dessus, c'est que l'info circule, que l'info, que vraiment il y a un partage des expérimentations qui sont menées. Nous aussi, on a des outils de partage de la collaboration. On sait à tout moment que s'il y a une expérimentation, un besoin sur le KYC, donc la connaissance client, et par exemple l'entrée en relation, ce qui est important, c'est que ça circule et que les acteurs se parlent directement. Donc parler de gouvernance, c'est une gouvernance, j'allais dire volontairement assez légère, avec cette idée vraiment d'être au plus près des besoins des clients. Voilà, donc c'est une gouvernance légère et on est vraiment sur la mise en réseau. Voilà. Pour la partie HSBC, en fait, nous, on a d'abord beaucoup travaillé avec nos clients pour comprendre comment ils voulaient voir évoluer le métier et de quoi ils avaient besoin. Donc c'est vraiment plutôt parti d'une initiative métier. Notre laboratoire d'innovation, en fait, il travaille avec le laboratoire d'innovation informatique. Donc ensuite, voilà, c'est des discussions, une collaboration qui se fait avec eux pour voir quelle est potentiellement la meilleure technologie adaptée pour faire telle chose. Ou bien, quand on a repéré une fintech avec laquelle on a envie de travailler, est-ce que technologiquement, ça s'intègre bien avec ce qu'on a déjà et comment est-ce qu'on peut développer des API et des choses comme ça pour fluidifier l'expérience client. Donc, c'est vraiment... Ça part d'une initiative métier, donc forcément ça se fait assez bien. Et c'est vrai que, comme vous l'expliquez, par le passé, pour nous l'innovation c'était plutôt l'informatique qui arrivait en disant on a une super technologie, on va faire un truc, et nous on ne voyait pas forcément ce que ça pouvait apporter à notre client. Donc là c'est un renversement quand même de la manière de travailler de ce point de vue-là. Alors, deux éléments de méthodo et de gouvernance. Premier de méthodo, c'est qu'on va aider les métiers aussi on fait un peu de maïotique du besoin. C'est-à-dire que séparer le besoin de l'envie. J'ai rencontré une start-up, j'ai envie de travailler avec elle. On en est encore un petit peu là parfois, je le dis. Et donc, le travail qu'on fait avec mon équipe, c'est d'essayer de faire formaliser un besoin au métier. Et après, en termes de gouvernance, on a une gouvernance assez rapprochée, assez rapide des projets. Chaque mois, en fait, on fait une revue des projets qui doivent être revus et on décide de les faire avancer ou de les tuer. Et ça aussi, c'est important, c'est qu'on a beaucoup de projets. Je vous disais, on en a une trentaine en cours en ce moment, ce qui est quand même assez conséquent. Mais sur cette trentaine-là, on en a, enfin, sur tout le pipeline, on en a déjà tué une dizaine l'année dernière, en fait. Et il faut savoir, ça plaît pas, ça fait un peu de peine aux gens, mais il faut savoir aussi tuer les projets. Et on en tue. Voilà, c'est un don supplémentaire. Très bien. Merci à vous encore une fois pour cette participation. Je crois que c'est le moment de la pause, Stéphane. Oui, on remercie les intervenants et on peut les applaudir, effectivement.